On va continuer notre raisonnement pour passer à un sujet qu'on a déjà cité ou abordé et dont on a vu l'importance absolument essentielle, qui est celui de l'apprentissage ou des différentes formes d'apprentissage. Pour en parler, j'appelle Nicolas Sekaki, président d'IBM France, et Laurence Devilliers, professeur à Paris-Sorbonne, CNRS et CERNA. Asseyez-vous, bonjour, enchanté, asseyez-vous. Voilà, merci de votre présence. Peut-être, on a démarré ce matin assez tôt, pour ceux qui étaient là, et à plusieurs reprises a été cité l'importance justement des capacités d'apprentissage, des capacités d'évolution dans différents postes pour conserver de l'emploi et non pas en perdre en termes de crédit débit d'emploi dans différents territoires. Avant d'aborder cette question-là, pour vous, en quelques mots, l'IA, c'est quoi? C'est ce qu'on fait comme exercice depuis le début, et on regarde effectivement. J'ai entendu beaucoup alors. Non, mais ça dépend sous quelle forme. Mais venant de vous, je pense que ça va être différent. Okay. Donc moi je suis chercheur et professeur à la Sorbonne en intelligence artificielle. C'est une discipline scientifique qui regroupe un grand nombre de technologies qui vont de la perception au raisonnement, à la génération, aux actions. Et pour ma part, je travaille sur l'apprentissage machine depuis très longtemps, puisque dans ma thèse, je faisais déjà des réseaux de neurones en 92 et des chatbots en 94. Vous imaginez, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de choses qu'on revoit d'ailleurs. Et donc, pour citer quelques exemples d'applications, la traduction automatique, la reconnaissance des objets, la reconnaissance des images, les chiens, les chats sur Google, le ranking pour vous donner les meilleurs choix pour votre bien-être, les chatbots, donc ces agents conversationnels qui vont être de plus en plus présents avec Google Home. Moi j'en ai deux, Google Home, Amazon, Alexa chez moi. Et puis toutes ces capacités langagières que l'on était de mettre en œuvre dans les labos et qui sont maintenant dans l'industrie beaucoup plus émergente qu'avant. On a vu Siri d'abord, puis maintenant on en voit plein d'autres. Eh bien j'essaie de les mettre dans des robots, mais ça pouvait être aussi avec des agents conversationnels. Et je travaille beaucoup sur les émotions, ces capacités qu'on pourrait aussi coder d'une certaine manière pour simuler de l'empathie sur ces machines. Et qu'est-ce qui vous dit? C'est très large. Qu'est-ce qui vous différencie des industriels ou des acteurs économiques? Quand vous travaillez sur, comment vous le faites? C'est quoi la différence d'apport? Déjà, il y a un contexte très différent. Je suis un chercheur au CNRS, donc je ne vends aucun produit. Je cherche à avoir les données les plus réalistes possibles, aller le plus sur l'évaluation qui est éthique. Je travaille d'ailleurs beaucoup sur l'éthique en ce moment, puisque je suis aussi membre de la CERNA, qui est une commission qui réfléchit en fait à l'éthique au sein d'Alisten. Alisten étant le regroupement du CNRS, de l'INRIA, des grandes écoles, CEA, etc. Il y a une vingtaine de personnes et on est hors, si vous voulez, contexte industriel où on n'a pas de pression, donc on réfléchit fondamentalement à ces préconisations éthiques qu'il faudrait avoir pour bien utiliser les machines dans notre quotidien. Alors j'écris un peu partout parce que j'ai commis un livre grand public, parce que d'habitude je fais des conférences et je me disais comment ça va être perçu. Vous faites bien votre marketing en tout cas. Écoutez, je vous dis en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'apprentissage machine, j'en parle beaucoup dans ce livre. Il n'y a pas de femmes dans votre livre alors, il n'y a que des hommes. J'écris aussi des robots et des femmes, si vous voulez. D'accord. Donc c'était surtout mythe, fantasme et réalité, parce que c'est pas évident de rentrer dans ces machines, elles sont assez opaques. Et moi je parle beaucoup de clivage dans la société, on est entre soi, on est capable de comprendre. Je pense que vous avez entendu beaucoup parler d'apprentissage, donc vous savez à peu près ce que c'est, je peux définir ce que vous voulez là-dessus. Mais dans le grand public, il est fort peu probable que les gens aient perçu en fait ce que c'était, à part une gymnastique extrême. Soit ils en ont peur, soit ils en ont totalement confiance, et au contraire c'est trop. On a envie de dire, attendez, ne croyez pas tout ce qu'on va vous envoyer avec ces machines, elles peuvent vous manipuler. Donc le manipulateur, c'est vous, j'imagine, dans le rôle du manipulateur. Voilà. C'est pas comme ça que vous m'avez invité, remarque. Non, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Non, sur la question de l'IA, comment vous, chez IBM, vous le définissez? Quel est le périmètre sur lequel vous travaillez? Oui, parce que j'entends beaucoup de débats effectivement sur les emplois, les et après on ira sur ce sujet. Mais enfin, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est une discipline mathématique.
Et dans l'inconscient collectif, intelligence artificielle, ça veut dire qu'on peut avoir des hommes et des femmes artificiels, ce qui est à des années-lumière de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous, notre positionnement chez IBM, il est au service des entreprises. On n'est pas là pour des intermédiaires. Donc, quand on entend le débat américain, européen, derrière il y a la sécurité de la donnée, en fait, on est en train de discuter de deux choses. On est en train de discuter des plateformes, qui sont des plateformes sur lesquelles on passe, on transite, il y a des données qui passent, et il y a aussi une intelligence artificielle qui est au service de la plateforme pour délivrer d'autres services et d'autres acteurs comme les nôtres, qui sommes des industriels. Et notre rôle à nous, c'est d'être capable de comprendre les émergences de toutes ces technologies et comment on aide les entreprises à les adapter à leur propre business model pour se transformer. Donc c'est qu'un moyen de transformation. D'accord. Et là-dedans, il y a une partie liée à l'apprentissage. Home Machine, comment vous avez on a parlé de Watson là, tout à l'heure, qui est fait chez vous. On est typiquement là dans la relation Home Machine. Ouais, alors ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est, d'ailleurs on a pas mal de projets, notamment en France, sur l'intelligence artificielle. On parlera un peu des écosystèmes aussi. L'intelligence artificielle, c'est pas, on n'a pas perdu la bataille de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a d'un côté des mathématiciens qui les développent, et ça il faut être extrêmement pointu. Et au passage, il y a plein de Français qui travaillent bien sûr, en France, ça c'est un des sujets. Mais une fois qu'on a l'intelligence artificielle, il faut la nourrir avec des données, et surtout, il faut faire de l'apprentissage. Et ce qui est assez marrant dans les projets qu'on a aujourd'hui, c'est que les clients nous disent ils sont où vos programmeurs? Et en fait, on n'a aucun programmeur. On n'a que des gens qui sont capables de faire un lien entre un métier et comment est-ce qu'on apprend à la machine à raisonner comme l'ingénieur, le banquier, etc. du client que l'on sert. Donc on est plus dans l'apprentissage, mais pas dans la programmation. D'accord. Mais si on prend Watson, vous l'avez bien à un moment imaginé. Il y a de la programmation d'un côté. Une fois que vous lui avez appris à comprendre, à transcrire une voix en texte, bah, vous ne programmez plus ce sujet-là. Après, vous allez prendre ce service cognitif et vous allez l'intégrer dans vos programmes habituels. Mais attention, l'intelligence artificielle, certains même disent que c'est la mort du code. Pas complètement, mais on rentre dans une ère d'apprentissage où c'est l'homme qui apprend à la machine à faire des choses. Donc on est sur une intelligence artificielle très spécialisée. D'accord. Sur l'apprentissage, sur la capacité d'apprentissage, il est nécessaire. Je vous laisse faire. Quand je dis à mes étudiants, vous faites de l'apprentissage machine, je leur dis effectivement qu'il y a 50% d'algorithmique et 50% d'analyse de données. Et c'est sur les données. Hein, au départ de l'intelligence artificielle, les premiers systèmes sont des systèmes experts, où l'humain met son expertise dans des règles. La deuxième vague, c'est d'utiliser de l'apprentissage statistique, qui est une mauvaise filière des mathématiques. Hein, c'est la sous-mathématique à l'époque. Hein. Ça devient le Graal maintenant. Et puis, c'est pas que des mathématiciens qui travaillent là-dessus, parce que les informaticiens ont aussi une énorme culture sur les statistiques. Donc, reprendre tout sur une vision mathématique est, à mon avis, réductrice en ce moment. Il faut au contraire l'élargir. Et puis, ça fait partie de la logique. Les statistiques sont des fondamentaux de tous les informaticiens. Et de plus, il faut penser apprentissage et réseau. En ce moment, on parle d'intelligence artificielle. Or, qu'est-ce qui est le plus dangereux, finalement? C'est tous ces réseaux. C'est la sécurité qui va aller venir hacker vos systèmes. C'est tout ce qui se passe autour. Hein. Moi, j'ai écrit un papier sur les objets vont me rendre folle parce qu'ils communiquent tous entre eux sans respecter, finalement, ce que je suis en décidant à ma place. Donc, cette facilité de décision qu'ont les machines, qu'elles vont apprendre par apprentissage. Alors, c'est pas magique, l'apprentissage. Hein. Je suis d'accord avec vous. Il y a les gens qui conçoivent les algorithmes. On en a plein de librairies maintenant. Et mes étudiants ont beaucoup de chance parce que moi, à l'époque, je les codais tous. Mais là, on a des librairies. Inverse, c'est une mauvaise chance parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, ensuite, on a des données. C'est pareil, les données, on ne les prend pas comme ça, on ne les met pas dans la machine. C'est tout un travail et on appelle ça, nous, des entraîneurs. De la même façon, on pourrait avoir des gens qui font de l'éthique autour de ça, qui vérifient que les données que vous mettez dans la machine ne sont pas discriminantes, sont loyales, sont bien équilibrées. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit analyser avant d'utiliser ces données dans la machine. Et d'ailleurs, si on les utilisait de façon naturelle, en prenant tout ce qui se passe autour de nous, si la machine était capable d'apprendre elle seule, ce qui est du Graal, hein, ce qui n'est pas encore le cas, ou à très peu, ou à des environnements très contraints, comme un robot qui cherche à faire le ménage chez vous, qui se heurte au mur, là il va apprendre qu'il y a des murs. Okay. Et puis sinon, on a entendu Ty de Microsoft qui apprenait à dire des bêtises en une journée parce qu'on renforçait un certain nombre de lexiques. Mais sinon, l'apprentissage machine, c'est principalement les humains qui donnent des données étiquetées par des labels, donc on dit par des étiquettes verbales, donc on dit que c'est supervisé. Et puis, on a des algorithmes pour essayer d'optimiser cette fonction. Donc on parle plus de spécification, mais on apprend à partir des données. Et ça, c'est une vraie rupture parce que ça crée des connaissances qui sont des tableaux de chiffres. C'est plus
c'est plus des connaissances qu'on peut lire si on est sur des réseaux de neurones, ce sont juste des matrices de chiffres et tout, un des challenges aussi, défis de nos étudiants actuels, et j'ai une thèse qui va dans ce sens, c'est l'explicabilité de ces systèmes. C'est qu'est-ce qu'on encode vraiment et comment je vais pouvoir vérifier, évaluer, en fait, les compétences de ce type de machine qui ne connaît pas des choses, elle ne comprend rien la machine. Elle apprend sans aucune connaissance. Est-ce que... Attendez, on en est très très loin. Vous demanderez à Yann Lequin, il a le même discours, et je pense que vous aussi. On est très loin de l'apprentissage du sens. On est sur de la corrélation de faits. Quelles sont les causes, pourquoi on arrive à là? Il faut encadrer ces machines pour savoir mieux expliquer ce qu'elles font. C'est des sujets de thèse entiers, là. Aujourd'hui, mais si on imagine qu'une machine peut avoir 1000, 2000, 3000 d'équivalent QI, très vite... Ça ne veut rien dire, le QI. Sincèrement, je pense qu'on est sur un niveau de fantasme. Ouais. Et là, dans la discussion, si je peux me permettre... Enfin, pas vous... Non, pas du tout, vous êtes une experte. Non, mais on est en train de discuter de est-ce que l'homme est peut-être remplacé par la machine. Il faut revenir un peu à ce que la machine peut faire pour l'homme, et quels sont les sujets qu'on est capable aujourd'hui de traiter grâce à la machine qu'on ne pouvait pas traiter avant. Je pense qu'il faut se remettre dans le côté positif des choses. Est-ce qu'on a besoin de données? C'est vital. Est-ce qu'au passage, on a des tonnes de données aujourd'hui? On en crée tous les 2 ans, autant qu'on en a créé pendant toute la période d'humanité. Donc la véritable problématique que nous avons en tant qu'être humain, c'est de comprendre et d'analyser cette masse de données. C'est comme si vous aviez du pétrole et pas de raffinerie. Aujourd'hui, vous avez une abondance de données et pas de raffinerie. Alors, il y a l'analytique, c'est-à-dire tous les outils qui permettent de travailler les chiffres, et ça, il faut des mathématiciens, et certains disent c'est de l'intelligence artificielle. Non, c'est des moteurs d'analytique, c'est des moteurs de règles, on n'est pas sur de l'intelligence artificielle. On fait de la classification. Oui, après vous pouvez dire, mais juste pour clarifier, si vous l'appelez ça intelligence artificielle, on peut l'appeler. C'est aujourd'hui ce qu'on fait déjà depuis quelques années, avec la puissance des algorithmes, ça fonctionne. Moi, je pense que ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas celle qui est commerciale, par exemple celle qui est chez nous, on est capable de faire, c'est que ça vous amène à un niveau qui est intéressant, par exemple sur la donnée qu'on appelle non structurée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes, structuré, non structuré? Un nom, un prénom, une date de naissance, c'est structuré, c'est ce que l'informatique sait très bien faire. Vous prenez une image, vous prenez une vidéo, vous prenez ce livre-là. Ce livre-là, on est capable... de le... C'est un livre très structuré, il y a de la connaissance. Mais il est fait par un individu, par une femme. Oui, mais c'est un objet, et aujourd'hui, si vous vouliez stocker ça de manière digitale, vous pourriez stocker cette information, ça serait de l'information. En aucun cas, vous n'auriez la connaissance qu'il y a dans ce livre. Vous l'avez écrit intégralement? Vous avez utilisé des logiciels d'écriture pour faire des parties? Non, j'ai vraiment écrit, moi, le livre. Ah oui, vraiment, à l'ancienne alors. Donc, non, avec un ordinateur. Ce que l'intelligence artificielle arrive à faire, 80% des données que nous avons aujourd'hui et que nous créons sur la planète sont non structurées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système d'information aujourd'hui capable de comprendre des données non structurées. Or, la valeur, elle est dans la compréhension de ces objets-là. Donc ce livre-là, par exemple, on est capable aujourd'hui de le faire ingurgiter par une intelligence artificielle. Pour nous, c'est Watson, d'autres le font. Et on est capable, par exemple, de poser une question, alors pas la première fois, de poser une question en langage naturel et avoir une réponse en langage naturel étayée par des faits, c'est-à-dire des extraits du livre ou des extraits d'autres livres. Chose qu'aujourd'hui, nous faisons par mots-clés. Quand vous parlez de Siri, etc., c'est je transcris de la voix en texte. Ça, il y a de l'intelligence artificielle, et derrière, je fais du search, c'est-à-dire je fais une recherche par mots-clés. Donc les fameux exemples, montrez-moi tous les cochons qui ne sont pas roses, 95% des cochons sont roses, donc la machine va vous montrer des cochons roses, voilà. Et donc c'est cette analyse sémantique que je pense que l'intelligence artificielle nous amène, c'est un des exemples, être capable de lire des images, etc., d'interpréter. Et ça, c'est le champ des possibles de l'homme augmenté. C'est-à-dire, je suis capable, avec la machine, de faire des choses qu'aucun être humain n'est capable de faire sur la planète. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait accès à ces technologies? Mais on les a déjà depuis un moment dans les labos, ces technologies. On fait déjà des choses comme ça. Oui, nous aussi, dans les labos, oui. Maintenant, ça devient des produits. Non, mais c'est pour ça que là, on est dans la vulgarisation. L'homme augmenté, et moi je me dis, oula, ça fait 20 ans que je suis augmenté. Oui, mais vous étiez seul. Là, maintenant, c'est une bonne nouvelle, vous n'êtes plus seul sur Terre. Il faut rationaliser les choses. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande puissance de frappe économique intéressante. D'ailleurs, on travaille avec IBM sur Paris-Saclay, sur la data science et sur l'éthique. Vous voyez, donc c'est très bien. Donc on a mis en œuvre des plateformes et des réseaux pour que justement les industriels viennent aussi, alors vous êtes déjà très experts, mais il y en a d'autres qui le sont moins, viennent pour qu'on étudie les bonnes pratiques, qu'on essaie de pérenniser des outils pour aller vérifier
comment fonctionnent les machines. Et qu'est-ce qu'on fait effectivement en sémantique, pour l'instant, qui est le plus abouti, c'est de faire des ontologies, d'aller chercher autour de ces ontologies, ou faire des statistiques avec des bigrammes, des trigrammes, des quadrigrammes. C'est en fait des séquences de mots. Probabilité d'un mot avec le contexte qui était avant, après, à 4 mots, à 5 mots. Ce qui ne résout pas certaines problématiques liées au pronom, par exemple. Le pronom, c'est très difficile à aller vérifier. Ça, vous ne trouverez pas de quoi parle la personne s'il dit « il est bien ». C'est quoi dont il parle? Mais c'est pas évident. Dans un texte, en fait, il y a une complexité qui n'est pas encore atteinte. Et puis, le contexte des gens, c'est qu'en fait, quand on lit quelque chose, on a une connaissance commune, on a une sémantique de bon sens que la machine n'a pas du tout. Et donc ça, c'est le Graal aussi, si vous regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de rendre plus robustes ces systèmes de deep learning, réseau de neurones, et d'expliquer les choses, et essayer de modéliser, d'avoir des modèles statistiques sémantiques qui soient plus aboutis que ce qu'on a pour l'instant. Parce que là, on peut se retrouver devant les choses aberrantes, et de temps en temps, il y a des cas assez amusants quand même, qu'on peut voir, des traductions qui sont improbables. La traduction automatique, ça marche de façon géniale, mais si vous prenez des idiomes, genre il va pleuvoir des chats et des chiens, là, on va se retrouver avec des choses très étranges. Donc voilà, on n'a pas tout résolu, c'est pas vrai, et c'est pas magique, c'est surtout ça. C'est vraiment, alors vous dites c'est des mathématiques faites par des informaticiens. Maintenant, les mathématiciens, ils sont contents. Avant, ils snobaient, mais maintenant, ils trouvent ça génial. Donc, tout le monde fait des mathématiques, mais il faut arrêter de segmenter. Les codeurs, il en faudra toujours, parce que ce n'est pas les machines qui vont coder. D'ailleurs, une machine qui code, ça existe déjà. Quand vous compilez un programme, vous générez bien du code. Donc, bon, on va me dire que c'est nouveau. Maintenant, que le code soit créatif, qu'il soit capable d'affronter des problèmes qu'on n'avait jamais vus, ça, c'est du challenge. Ce qui différencie vraiment la machine de l'humain, c'est ça. L'humain, il est fragile, tout ça, mais il sait s'adapter. La machine, il lui faut un sacré bout de temps pour pouvoir s'adapter, et encore, elle ne va pas trouver la finesse d'adaptation qu'un humain va pouvoir avoir. Nicolas, comment vous voyez les bonnes pratiques à promouvoir, comment vous voyez les écosystèmes à développer pour que tout ça se passe dans un ordre à peu près organisé et maîtrisé, et non pas, sans faire le débat maintenant, dans des formes où l'éthique est discutable, où la manipulation est réelle. Il ne faudrait pas arrêter sur ce débat-là. Non, mais je fais partie de groupes où on travaille sur justement normes et standards autour des manipulations, ce qu'on appelle le nudging. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez que ça veut dire que ça n'existe pas dans la réalité. On pourrait passer des heures sur ce sujet du biais. Non, c'est pas ce que je voulais. Il y a plusieurs sujets. Je reste sur l'apprentissage. Il y a la donnée qui est essentielle, je pense qu'on en parle. En tant que grand public et consommateur, on a donné nos données et celles de nos amis aux GAFA. Pour faire simple. On l'a fait chaque fois que vous acceptez les conditions. Vous-même, vous avez des mesures de protection particulières quand vous utilisez... Quand vous êtes, bien sûr, puisque quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, on se rend très vite compte que l'informatique, enfin la donnée aujourd'hui, 80% des données au fait ne sont pas cherchables par Google, c'est celles des entreprises. Donc à la seconde où les entreprises ouvrent leurs portes et les mettent sur les plateformes, elles peuvent perdre leurs données. Or, ces données-là sont aujourd'hui ce qui va différencier les entreprises. Donc il faut des entreprises de confiance qui permettent justement de leur garantir que leurs données, leur capital intellectuel est conservé, même s'ils utilisent ces outils. Donc ça, c'est une partie de l'éthique, et c'est le positionnement des différentes entreprises. Je pense que, enfin, on ne parle pas d'IBM là, mais juste on est une entreprise qui donne de la confiance. Voilà, quand les clients nous confient leur informatique, on ne regarde pas ce qu'il y a dedans, on fait ce qu'il y a à faire. Après, il y a des règles de biais. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a des règles d'éthique, c'est quelle est la transparence des algorithmes. Nous, on a édicté des principes. On a dit l'intelligence artificielle, c'est par l'homme et pour l'homme. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la transparence. C'est la transparence des algorithmes, mais transparence de qui a formé la machine. On peut en discuter. Les biais sont naturels. Nous sommes tous biaisés. Notre système éducatif et culturel fait que nous avons un biais par rapport à un sujet. Essayer de faire une table ronde avec au moins la moitié de la parité homme-femme, on a encore un problème, même en France, pour y arriver. Si les machines sont entraînées que par des hommes, même non biaisés, par définition, ils biaisent la machine. C'est ça qu'il faut vérifier. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier, mais on aura forcément... Donc la transparence, c'est quoi? C'est donner des réponses substantiées. Donc c'est pour ça que nous on préfère une intelligence artificielle probabiliste que déterministe, de manière à redonner à l'homme les informations qui lui ont permis d'arriver à la conclusion pour que l'homme reste la main. Et puis la troisième compétence, c'est les compétences. Parce que si on ne forme pas les gens à savoir s'adapter à ces technologies, on en sera victime, on n'en sera pas un acteur.
Je crois que c'est principal, hein, ça, la formation des gens, l'explication, l'ouverture des systèmes. Et puis, éviter d'être trop naïf. C'est-à-dire qu'on aura bientôt des amis sur Facebook qui seront des machines artificielles qui vont nous demander plein de choses très, très privées. Et on va leur donner pour beaucoup. Hein. Donc, il faut faire attention, en fait, à expliquer bien à toute la population, en général, les enfants, ça, ce que font ces machines. Et puis, il faut mettre des garde-fous. Alors, je pense que les premières règles qui viennent d'Europe sont très bien, là. Les règles de protection sur les données sont les premières choses à mettre en œuvre, avec l'idée que les données resteront en France ou en Europe, qu'elles n'iront pas toutes aux États-Unis. Le droit à l'oubli, ça n'existe pas. Hein. On n'oublie pas sur une machine, on déréférence. Vous êtes toujours quelque part. D'ailleurs, quand vous perdez vos données, vous avez toujours un ingénieur système qui dit « Ah, je vous les retrouve ». Donc, il faut faire attention à l'objet de manipulation. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut absolument inclure les informaticiens, et notamment cette histoire de réseau. Parce que c'est là que c'est très compliqué à gérer. Comment on va mettre des bornes entre les différents objets qu'on manipule? Les IoT, l'Internet of Things. L'agent conversationnel est une sorte d'objet. Il y en a de plus en plus des objets intelligents comme ça. Vous aurez une puce sur votre sous-cutané qui va enregistrer vos données, qui peut vous identifier. Et si votre puce, elle contient aussi les identifications bancaires, plus la médecine, plus, etc., qui vous êtes après? Tout est dans la puce et il y a des corrélations de fait entre les choses. Vous prenez un verre de vin, il y a l'assurance qui vous appelle et dit « Ah, c'est plus cher ». Non, mais ça va être quelque chose d'hyper connecté et de très compliqué à gérer. Donc il faut trouver des garde-fous et segmenter les différents secteurs de façon assez rapide. Privé, oui. Qu'est-ce qui veut intervenir dans ce débat? Jacques? Monsieur peut-être, qui n'est pas encore intervenu, si c'est possible. Allez-y. Alors, Augustin Leroy, parliez d'algorithmes justement et de gestion des données, des liens de causalité qui peuvent être faits. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas faire une réglementation avec l'irréputation, qui pourrait être un chiffre qui pourrait être donné à des personnes, et en fonction de ce chiffre qui seront donnés à ces personnes-là, ils auront accès à un certain nombre de services ou de droits, comme c'est actuellement en rigueur maintenant en Chine, et ce sera... Et à l'horizon 2018, notamment, il y aura donc une ségrégation entre les citoyens en fonction de leur irréputation. Moi, j'en ai parlé dans mon livre de ça. L'irréputation en Chine, c'est terrible. Hein. Enfin, c'est un régime qui contrôle tout. Effectivement, si vous vous comportez mal sur la toile, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un bon citoyen sur la toile, eh bien, vous ne pouvez pas avoir accès aux mêmes écoles pour vos enfants, vous n'êtes pas augmenté, etc. Donc, voilà, c'est ce que je disais, en fait, par avant, sur l'idée de faire attention sur la toile à ce qu'on fait et comment on segmente les secteurs. Dans la santé, c'est essentiel. On va pouvoir aider des personnes âgées, les assister, elles vont pouvoir rester chez elles grâce à un certain nombre d'outils qui vont surveiller ou qui vont assister. Mais pour autant, il ne faut pas qu'elles soient prisonnières. Donc cet équilibre, il faut vraiment penser que c'est très positif ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on a fait un bond dans les technologies, mais de la même façon, il y a des enjeux sociétaux, des enjeux éthiques, et il y a un vrai bond économique qu'on devrait pouvoir faire aussi en France. On a eu déjà des énormes projets. Dans mon labo, on en a eu beaucoup. On travaille sur le traitement du langage depuis très longtemps au LIMSI, qui est un laboratoire du CNRS à Saclay. Je pense qu'on a toute maturité pour arriver à faire des choses extrêmement positives et à être vraiment leader. Juste pour donner un éclairage, le monde de l'assurance, par exemple, est un vrai sujet autour des données et de l'intelligence artificielle, parce que le principe même de l'assurance, c'est de partager et de mutualiser les risques. Et à partir du moment où vous commencez à avoir de plus en plus d'informations, il faut bien qu'il y ait une réglementation qui fait qu'ils n'aillent pas jusqu'à assurer le risque d'une personne, puisque par définition, il y a des gens qui sont plus de risque que d'autres. Il n'y a plus d'entraide. Donc il n'y a plus d'entraide. Le virage est amorcé déjà. Par contre, donc ça, il faut arriver à le réglementer si on veut avoir une assurance qui soit plus mutualiste, ou en tout cas qui mutualise les risques. De la même façon, avec ces données-là, on pourrait faire de la prévention plutôt que du remboursement. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire de la prévention? Or, aujourd'hui, on n'est pas dans une attitude de prévention. Ces nouvelles technologies nous permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus loin sur la prévention, voire la prévention individuelle. Donc voilà, c'est ça, c'est cet équilibre qu'il va falloir être capable de faire. Il ne faut pas tout prévoir non plus. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont plus. Il y a des gens qui ne veulent pas l'avoir, mais je suis d'accord avec vous aussi. Jacques. Oui, bonjour. Jacques Autran, Consulando. Et il y avait un acronyme bien connu des informaticiens qui s'appelait GIGO, Garbage in, garbage out. Est-ce que vous définiriez l'intelligence artificielle comme il peut sortir de meilleur de la machine que ce que l'homme y a rentré? Alors, en fait... Ce sera la séquence de la question et la séquence de conclusion, si vous voulez bien. Si je peux répondre à ça, la machine a une
formidable puissance de calcul. On l'a vu avec AlphaGo. Moi, j'ai vu le jeune homme qui avait regardé les traces d'AlphaGo, les coups magiques dont on parlait. C'était fait avec une profondeur de 63 coups, par exemple. Et lui, qui était champion du monde de Go, il arrivait déjà à réfléchir à 50 coups. C'était énorme. Il m'a dit, j'ai appris de la machine. Et donc, du coup, j'étais meilleur. Mais il me disait en même temps, cette machine, AlphaGo, on la compare à un humain. Mais c'est pas du tout loyal, ça. Il faut le comparer à 100 ingénieurs très forts, plus des champions du monde de Go, plus il a joué contre lui pour essayer d'aller au-delà de ses capacités. Donc c'est comme si vous compariez un coureur à pied avec une Porsche qui va très très vite. Donc il faut faire attention. Mais effectivement, les machines qui vont apprendre des connaissances, qui vont mémoriser des informations de nous tous, vont avoir une certaine intelligence. Mais quand vous parliez de QI tout à l'heure, je pense qu'il faut redéfinir ça. Le QI dont parle... J'ai dit équivalent QI, j'ai pas dit QI. Même un équivalent, hein, c'est un peu... L'intelligence humaine, c'est une intelligence d'adaptation, émotionnelle, de solidarité, etc. Et c'est ça qui fait notre propension à être ensemble. Et on est là parce qu'en société, on est arrivé à se baser là-dessus pour aller plus loin. Donc ce n'est pas les machines qui vont nous empêcher de continuer. Mais ceci dit, il faut mettre des garde-fous. Ouais, juste pour reprendre et faire une conclusion en même temps, il y a le corollaire aussi. Effectivement, si vous avez, chaque fois qu'on a un projet autour de l'intelligence artificielle, on regarde est-ce qu'on a le bon set de données et est-ce qu'on est capable d'éduquer la machine. Mais vous allez éduquer la machine selon la connaissance des êtres humains qui l'éduquent. Alors, le côté très positif, c'est par exemple aujourd'hui, vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, l'information c'était le pouvoir. Puis maintenant, l'information est accessible à tout le monde. Alors, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, mais elle est de plus en plus. L'intelligence artificielle, elle va permettre d'avoir la connaissance au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez essayer d'avoir des experts et vous allez appeler quelqu'un qui va connaître quelqu'un qui vous appelez l'expert du sujet. L'intelligence artificielle, elle va nous permettre, plutôt que d'aller chercher cet expert d'experts, d'avoir les experts qui ont formé la machine de manière à pouvoir répondre à vos questions. Et il y a des ingénieurs et des clients qui ont dit on a formé l'intelligence artificielle, bon, c'était la nôtre, à penser comme un ingénieur qui nous permet, nous, de penser comme 1000 ingénieurs parce qu'on peut poser plus de questions, parce qu'on a plus de réponses. N'empêche que leur intelligence, c'est celle qu'elles ont fournie et elle ne restitue pas plus que ce qu'elles ont fourni. Elle a juste jamais oublié et elle peut être enrichie. Et c'est là où on arrive aux limites. C'est pas parce qu'on lui a donné plein d'idées qu'il va pouvoir élaborer des nouvelles théories. Je vous laisse conclure, mais pour conclure, je vais peut-être relancer une question, parce que je vous trouve finalement tous les deux assez gentils et assez rassurants. Donc je vais poser ma question autrement sur la capacité des machines à finalement orienter le jugement de l'homme. C'est ce qui risque d'arriver, ou en tout cas dans tous les grands films d'anticipation. Je vais peut-être poser la question différemment. Quand on assiste à l'expérience Deep Blue, puisque c'est un ordinateur IBM qui jouait contre Kasparov, qui a battu Kasparov en tant qu'un champion du monde d'échecs pour la première fois, quel est le plaisir aujourd'hui d'un joueur d'échecs face à la machine? Est-ce que ce n'est pas plutôt la machine qui est en train d'apprendre aux joueurs d'échecs à progresser, alors qu'à l'époque c'était l'inverse, c'était les joueurs d'échecs qui programmaient la machine, et aujourd'hui c'est l'inverse. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister quand même, sans que vous le vouliez l'exprimer là, à une inversion des logiques et de l'influence? C'est comme tout ce qu'on a dit pour l'instant, c'est ni noir ni blanc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et effectivement, le risque avec ces machines qui apprennent à notre place, c'est que nous, on n'apprenne plus. Donc on n'apprend déjà plus nos numéros de téléphone, je ne vais pas parler d'échecs, mais on n'apprend plus nos numéros de téléphone, on ne sait plus les noms des rues, puisqu'on a des GPS. Et on a pu voir par exemple que pour les conducteurs de taxi à Londres, il y a des expériences en neurosciences qui ont montré que l'hippocampe était réduit. Donc on va se transformer. Il y a une coévolution qui va arriver, c'est-à-dire que si on laisse la machine prendre des décisions pour nous, apprendre à notre place, il faut faire attention à ne pas désapprendre. Si j'ai des voitures autonomes demain, est-ce que pour autant je n'apprends plus à conduire une voiture? Il faut toujours avoir l'idée qu'il faut apprendre à utiliser ces machines, mais pas désapprendre le contenu, l'expérience qu'avait la machine. Sauf que, évidemment, elle va nous aider à aller plus loin parce qu'il y a des tâches qui étaient fatigantes, des tâches qui étaient pénibles, qu'elle pourrait faire à notre place. Mais il faut le faire en combinant ces deux apports et en faisant très attention à ce qu'on fait et au désengagement des humains aussi et au mérite dans le travail. Parce que tout le monde n'est pas capable de créer des systèmes et d'en tirer grand profit. Il y a aussi des gens qui vont les subir. Donc il faut comprendre comment on fait pour justement apporter une certaine dose de créativité dans les emplois qui seront avec ces machines. Grégoire Saintilly. J'ai une question pour Nicolas et une question pour Laurence. Nicolas, toi, point de vue de l'expérience si tu avais cité, au-delà de l'expérience Deep Blue, si tu avais cité un très grand succès dont tu es le plus fier, je trouve que ce serait intéressant,
J'ai la même question pour Laurence, dans une perspective, dans les expériences qui ont été conduites en France en matière d'intelligence artificielle, quel est à vos yeux le succès dont vous soyez le plus fier? Commencez. Allez-y. Commencez, parce que j'ai une question. Non, moi, je suis très fière en fait des succès qui sont non pas des augmentations de l'humain, mais des succès autour du handicap ou autour des gens qui sont laissés pour compte. Hein. On peut revoir quand on n'a plus vu, on peut marcher grâce à un exosquelette quand on est handicapé, tétraplégique. Donc il y a des choses quand même qui sont monstrueusement formidables. Et puis on arrive à pousser plus loin, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est à la fois cette réflexion avec toutes ces anxiétés font qu'il y a énormément de discussions, mais en même temps c'est bien de discuter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté, qu'on n'avait pas philosophé, que la société n'était pas encline aussi de se poser des grandes questions. Et donc l'humain, au centre, avec ces machines qui paraissent un peu dangereuses dans certains cas, ça me paraît un débat société, politique, économique et éthique qui me semble très bon. Et je suis très fière d'appartenir à cette époque où on est en train de parler de tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut... la fierté, c'est d'arriver en peu de mois à montrer des applications pratiques de l'intelligence artificielle au service du plus grand nombre. Et ça, c'est ma plus grande fierté, d'avoir des startups françaises, je sais pas, Pierre et Charles et Victor, qui disent tiens, quand un client arrive dans un hôtel, on ne le connaît pas. Est-ce qu'on peut utiliser des nouvelles technologies pour être capable d'améliorer l'accueil qu'on lui fait, les services qu'on fait, d'être capable, avec le Crédit Mutuel, de faire en sorte que Watson, qui était plutôt entraîné par des anglophones, commence à comprendre le français. Parce qu'il faut des gens pour le former à comprendre ce que c'est que le français, et qu'eux décident de dire je vais utiliser l'intelligence artificielle non pas pour détruire des jobs, mais pour dire les agences bancaires ferment les unes après les autres parce que nous n'y allons plus, parce qu'on ne va plus au guichet, parce qu'on fait tout ça par notre smartphone, et donc les clients ne vont plus, donc on va fermer les agences bancaires. Eux, on dit non, on va faire le pari de la technologie pour maintenir nos agences bancaires, pour libérer du temps, avoir une expérience client supérieure, et en même temps permettre aux conseillers bancaires de faire autre chose. Toutes les expérimentations qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas des expérimentations, qui sont en production, et on a commencé ça en France il y a 2 ans, sont des signes pragmatiques de qu'est-ce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Et ma plus grande fierté, c'est d'être très concret, et je pense que plus nous communiquerons sur le concret, moins on sera sur le fantasme, parce que pendant qu'on divague sur la machine qui remplace l'homme, sachant qu'il y a des activités qui vont disparaître, mais on n'avait pas attendu l'intelligence artificielle pour automatiser. Ça existe depuis les robots, depuis les marteaux, depuis le silex. On a toujours eu des outils qui nous aidaient à faire autre chose. Donc si on passe notre temps à dire qu'est-ce que ça va remplacer sans penser ce que ça va créer, alors nous allons nous tromper en France. Si on pense que nous pourrions faire avec, alors on va créer des industries et des nouveaux métiers. Donc ma fierté, c'est de contribuer au pragmatisme. Moi, je ne peux pas m'empêcher de vous dire quand même, en France, on a travaillé sur le français depuis fort longtemps, depuis au moins 20 ans. On faisait de la reconnaissance au plus haut niveau. On avait ce projet Quero qui était piloté en France, Allemagne, et qui a capoté à cause des industriels. Hein. Donc, Quand vous voulez. Pardon ? Quand vous voulez. Bon, on a pour une petite... Par rapport à IBM, il nous reste 2-3 minutes. Il faut le dire, quoi. Il nous reste 2-3 minutes, je vous laisse régler ça après en backstage. Ensemble. Madame, s'il vous plaît. Françoise Alper. Parlez bien près du micro, et c'est le micro blanc pour la régie. Voilà. Françoise Alper. Depuis ce matin, on a beaucoup entendu le mot éthique. Laurence de Villers évoque la CERNA qui a qui fait un travail sur cette notion d'éthique. Est-ce que vous seriez favorable à une institution, par exemple, comme on a pour la COP 21, 22, 23 pour la nature, etc., sur la notion d'éthique pour les algorithmes, les intelligences artificielles, etc. Alors moi, je suis très favorable à cette idée, hein, on en parle. La première étape, là, pour l'instant, c'est la CNE, le Comité national d'éthique, qui s'intéresse plutôt à la bioéthique, qui nous invite à venir parler du numérique. Donc s'il y avait une branche déjà qui existe à la CNE, ou alors qu'il soit un comité équivalent, ça serait déjà une première avancée.
Mais derrière, moi, j'avais toujours proposé de faire la fair IA, c'est l'IA loyale, et qu'on puisse avoir un certain label qui nous permettrait... Mais alors après, voilà, il faut penser très large. Donc je suis aussi impliquée dans I3E avec des Américains, avec des Japonais, des Coréens, des Chinois, des Brésiliens. Je vais au Brésil bientôt, demain, pour parler d'éthique avec des Brésiliens. Bref, il faut penser le monde entier. Le monde entier a des cultures différentes, a des façons d'utiliser ces objets de façon différente. Entendu, en Chine, ils font des choses que nous, on ne ferait pas. Donc, il faut trouver comment faire au mieux pour tout le monde. On va pas pouvoir, à nous, avoir des règles complètement vissées chez nous. On ne vendra rien et les gens ne viendront pas non plus utiliser nos systèmes. Donc, il faut raisonnablement, comme pour la COP21, et c'est pas facile, on l'a vu, trouver un terreau d'entente pour que tout le monde puisse y trouver un facteur économique, de bien-être pour les gens, qu'on puisse le quantifier. Donc, moi, je fais partie à un groupe qui travaille sur le nudging, c'est-à-dire l'incitation. Qu'est-ce que c'est que le nudging? On ne connaît pas ce mot en France. C'est, en gros, une espèce de manipulation douce, notamment pour notre bien-être en général. On vous propose toutes les solutions, mais on vous en montre une un peu plus que l'autre. Disons qu'on pense que celle-là va déclencher émotionnellement un avis favorable pour aller la choisir. Donc c'est en général fait pour notre bien-être, mais on n'a aucune régulation, rien qui permet à l'heure actuelle de tester ces chatbots qui sont à la maison ou les services que vous avez sur Internet. Qu'est-ce qu'ils font? Et puis plus tard, si on a des assistants robots auprès des personnes âgées, est-ce qu'ils ne vont pas démarcher aussi avec des idées de marketing à travers ces machines? C'est des choses qui sont non souhaitables. Donc il y a plein de niveaux différents pour parler d'éthique. Et les dilemmes éthiques existeront toujours, c'est pas ça l'éthique. C'est surtout de raisonner sur les bonnes pratiques de ces outils dans la société, avec la société. Et nous sommes beaucoup à travailler sur ces sujets. Ouais, je peux. On ne vous entend pas. Allô, allô? De façon éparpillée, mais un organisme comme la COP21 ou la COP23... Oui, la réponse est plutôt oui. Après, la réponse, c'est qu'il faut arriver à le configurer. Voilà, c'est la configuration de cet organisme et puis sa régulation. Les grandes universités ont la même chose, des commissions qui réfléchissent au niveau mondial, etc. Donc, ça devrait arriver à quelque chose de positif, mais voilà. Ok, Nicolas, pour terminer. Il faut du bon sens là-dedans parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on commence à toucher du doigt. Alors, et sur lesquels il faut qu'on se pose des vraies questions aussi. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, c'est pas parce qu'on sait quelle maladie va nous atteindre dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on a envie de le savoir. Ça fait partie de l'éthique. La machine peut le faire, ou elle arrivera de mieux en plus à le faire. Après, il y a d'autres sujets, on parle de la voiture autonome. Quand vous avez un accident, j'espère que vous n'en avez pas un, mais c'est l'instinct de survie qui dicte la plupart du temps nos réflexes au volant. Qu'est-ce que vous allez demander à la machine de faire ? Il faut peut-être préserver des choses que l'humain doit faire. Oui, mais là, vous avez forcément on va le dire de quoi? De vous préserver, vous, en tant que constructeur, ou de conducteur, ou d'écraser la mamie, ou le jeune. Donc on va rentrer face à des sujets qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. Et puis après, il y a l'éthique au sens terme, c'est le biais des algorithmes potentiels. Et ça, il faut aussi qu'on ait un débat là-dessus. Merci beaucoup. Juste pour conclure, peut-être, pour nous faire rêver un petit peu, vous avez démarré votre intervention en disant, dans les années 90, déjà, je travaillais sur tous les grands sujets qui arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, sur quoi travaillez-vous qui va apparaître dans les 10 ans, ou les 5 ou les 10 ans qui viennent? Rapidement. Ou avant. Et pareil pour Chibim, c'est quoi les grands programmes sur lesquels vous travaillez? Et on conclura là-dessus, sans question, sans rien, pour passer à la suite, si vous voulez bien. Voilà, donc je travaille à embarquer sur des robots. Qui est dans le... Dans des petits robots qui sont, chez différents constructeurs, à embarquer en fait des systèmes qui permettent à des personnes âgées de faire de la stimulation cognitive ou de discuter. Alors, c'est pas des agendas. Ça n'a pas prétention à remplacer un humain en aucune sorte. Et d'ailleurs, il faut au contraire trouver la façon dont on l'utilise avec le personnel soignant, avec l'idée que ce soit peut-être un médiateur et quelque chose aussi qui interagit avec la personne pour la stimuler. On a vu dans Alzheimer, la maladie dégénérative, les aphasies, qu'il faut stimuler. C'est une sorte de gymnastique cognitive. Si vous stimulez, vous pouvez recréer des liens dans le cerveau. S'il y a des zones qui ont été vraiment attaquées et qui sont mortes, on peut recréer, on trouve des gens qui, grâce à ces stimulations, ont recréé des connaissances ailleurs dans leur cerveau. On ne maîtrise pas tout ça, mais pour l'instant, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de façon de faire, si ce n'est demander à des orthophonistes de faire ce travail. C'est génial. Ça, c'est une piste sur laquelle vous êtes. Avec des robots, on peut aider les orthophonistes, les personnels soignants, les accompagnants. Accompagner quelqu'un qui a cette maladie, c'est terrible, terrible. Donc, ce n'est pas des machines qui ont la fonction d'humain. C'est ça qui est embêtant. On pense toujours machine, humain, on compare. En fait, il faut trouver une nouvelle sorte d'objets qui vont nous être utiles avec des fonctions réelles dans la société. Et ça, c'est un engagement
Pour l'instant, j'ai fait des tests à l'hôpital Broca avec des personnes qui étaient en premier niveau d'Alzheimer, avec Anne-Sophie Rigaud, qui est gérontologue là-bas. Et c'était un grand apprentissage pour moi aussi de voir comment les gens interagissaient. Pour les personnes aussi qui avaient une appréhension au départ, finalement, de repartir assez confiantes sur ces objets, parce qu'ils ne sont pas magiques, ils ne font pas des choses encore exceptionnelles, mais ils pourront en faire et ils pourront vraiment aider. Et ça, il faut le pousser, il ne faut pas mettre de frein là-dessus. Et avec de l'affect, qu'est-ce qu'on fait? On facilite en fait l'interaction. Donc, mettre de l'affectif dans les machines, ça peut nous pousser à faire des bêtises, mais ça peut aussi nous aider à faire beaucoup de choses. D'accord. Alors, le développement autour de l'intelligence artificielle, ils sont multiples parce que c'est des services, hein, c'est pas un cerveau, en fait, c'est des petits services mis bout à bout. Autant on commence à bien comprendre ce que l'être humain écrit ou dit, autant on n'a pas encore avec la machine qui peut avoir une vraie conversation, c'est-à-dire qu'elle peut juste répondre, mais elle ne peut pas avoir une conversation. Donc on travaille beaucoup pour que la machine puisse être capable d'avoir une conversation, donc ça c'est un des sujets. L'émotion, on travaille beaucoup là-dessus, on est capable de comprendre l'émotion, on n'est pas encore capable... Interprète. On interprète l'émotion, mais on n'est pas en intelligence artificielle d'émotion. J'ose pas regarder ce qu'il y a derrière. Et non, juste regardez, faites une petite pause, il faut 30 secondes pour lire le dessin. d'accord. Non mais prenez le temps. Et après, il y a un autre pan qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, intelligence artificielle égale logiciel. Or, les technologies que nous avons aujourd'hui d'ordinateurs sont des technologies qui consomment énormément d'énergie par rapport à notre cerveau qui lui, est vraiment efficace. Donc on travaille sur le développement de puces qui sont plus neuromorphiques, qui réfléchissent comme ça. Et puis après, il y a l'informatique du futur, c'est ce qu'on appelle l'informatique quantique, qui va permettre de linéariser des problèmes exponentiels. Quand vous combinerez intelligence artificielle et informatique quantique, on n'y est pas encore. Hein. Il reste encore... Là, vous aurez des choses superbes, mais c'est vrai que là, on vient d'annoncer... Ce sera pour dans 5 ans. Ouais, combinez les deux, vous aurez quelque chose de formidable. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci pour votre intervention.